Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse. Encore merci pour tous vos commentaires et vos likes. On est déjà plus de 700 sur la chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite et n'oubliez pas non plus d'activer les notifications. Ouvrez l'œil car j'ai caché un nouvel indice dans cette vidéo sur le prochain Disney que je vous présenterai. Pour cette nouvelle analyse, je vous propose de partir de l'autre côté du globe, à la rencontre d'une faune et d'une flore luxuriantes et sauvages. Vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui du livre de la jungle. Des premières versions abandonnées du scénario au rendu final époustouflant, en passant par des choix inattendus et un développement mouvementé, je vous invite à découvrir les coulisses de la dernière production à laquelle Walt Disney a participé. C'est Bill Pitt, scénariste de Merlin l'Enchanteur, qui propose à Walt Disney d'adapter le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Walt accepte et les studios acquièrent les 2 tomes de l'œuvre. Bill Pitt propose une première version en travaillant sur plusieurs storyboards. Il ajoute et supprime des éléments et des personnages. C'est lui qui crée par exemple la jeune fille à la fin du film et la première version très sérieuse du roi Louis. Dans cette version du scénario, un braconnier demande à Mowgli de le conduire au palais du roi singe pour y dérober un mystérieux trésor. Le braconnier se fait cependant tuer par Shere Khan. Dans le chaos de cette scène, Mowgli tue le tigre avec le fusil du braconnier. Cette version est très fidèle au livre et saurait relever le défi d'adapter plusieurs histoires courtes sans réel lien. Mais le scénario n'est pas du goût de Walt Disney, qui décide, après plusieurs mois d'intenses négociations, de remercier le scénariste en plein développement du film. Un nouvel écrivain est alors appelé par Walt. Il s'agit de Larry Clements. Walt lui demande étonnamment de ne pas lire le livre car il ne veut pas que Larry fasse la même erreur que Bill Pitt. Il attend de lui qu'il se détache de l'œuvre originale. Clements va alors proposer une narration avec des retours en arrière pour expliquer certains enjeux de l'histoire. Mais Walt n'est toujours pas convaincu. Pour lui, l'histoire doit rester simple. Aussi, il décide de se joindre personnellement au travail de Larry Clements et participe activement à l'écriture du film. Pour aider la mise en scène, il va même parfois jusqu'à jouer certains personnages. Cette implication est surprenante quand on sait que Walt s'est dernièrement consacré à la construction de Disneyland, délaissant certaines de ses productions. Lors de l'écriture du scénario, Larry Clements se contente de ne mettre sur papier que quelques scènes seulement. Il se voit par la suite aidé par 3 autres artistes Disney qui viennent uniformiser le récit. Ralph Wright, Vance Gary et Ken Anderson. Ce trio met également à profit son expérience en film d'animation et donne des indications sur les voix et le comportement des personnages pour le voice acting et le travail d'animation afin que le tout reste cohérent dans son ensemble. Des éléments de la version de Pitt seront malgré tout gardés comme les personnages des vautours, le roi Louis et Shanti, la jeune fille. L'histoire se concentrera sur Mowgli, en véritable quête d'identité. Le récit sera porté et narré par Bagheera et il est à l'époque prévu que Baloo ne fasse qu'une brève apparition pour chanter « Il en faut peu pour être heureux » avec Mowgli. L'écriture du scénario s'étale sur 4 ans. La version finale est livrée en 1966, un an tout juste avant la sortie du film. À cette époque, Walt n'est toujours pas convaincu par la direction qu'a pris la narration de l'histoire. Il fait même supprimer le personnage d'un rhinocéros appelé Rocky et qui devait être doublé par Frank Fontaine durant la scène des vautours pour fluidifier le rythme. Fort heureusement, l'équipe peut compter sur un autre talent Disney, Wolfgang Reitermann. Ce dernier, engagé comme réalisateur au début du projet, permet au reste de l'équipe d'avancer petit à petit sur la production du film en parallèle de l'élaboration fastidieuse du scénario. Les comédiens de doublage qui seront choisis prendront également part à l'esquisse des personnages, de leur personnalité et de leurs réactions. Il faut cependant savoir qu'à la base, l'équipe voulait enregistrer des étudiants indiens pour installer le récit dans son cadre spatio-temporel à travers leurs accents. Les enregistrements tests ne seront pas concluants. David Bailey est engagé pour le voice acting de Mowgli. Mais le jeune garçon mue en plein milieu des séances d'enregistrement, ce qui pose une problématique de cohérence concernant la voix du personnage. Wolfgang Reitermann propose alors les talents de son fils Bruce, qui vient de prêter sa voix à Christopher Robin dans Winnie l'ourson et l'arbre à miel. Bruce sera également utilisé pour les prises de vue réelles. À côté du département animation se trouve le plateau de Rentrez chez vous les singes. Darlene Carr, à l'affiche du film, chantonne toute la journée dans les studios et se voit rapidement remarquée par les frères Sherman en charge des chansons du dessin animé. Elle obtient le rôle de Shanti. Pour Baloo, on pense d'abord à Ed Wine, qui a doublé le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles. Walt Disney lui préfère Phil Harris, un jazzman davantage reconnu dans le monde de la nuit. Il s'agit là d'un choix audacieux mais qui va rapidement payer. En effet, Harris ajoute de la profondeur au personnage et permet de rendre plus lisible ses rapports avec Mowgli. Le musicien improvise alors un enregistrement test sans suivre le script pour être plus à l'aise. Ces rushs seront tellement bons qu'ils seront intégrés au film. Jimmy Johnston de chez Disneyland Records contacte un autre jazzman et propose ainsi à Louis Prima de jouer le roi Louis. Il accepte mais à une condition,
être accompagné par son orchestre pour la chanson du personnage qu'il doit interpréter. Il est tellement convaincu par son idée qu'il propose même de les engager à ses frais. George Sanders, un acteur à la diction parfaite et à la voix grave, se voit proposer le rôle de Shere Khan. Pour Bagheera, on va chercher un doubleur ayant déjà fait ses preuves sur Merlin l'Enchanteur en la personne de Sébastien Cabot. Sterling Holloway, ayant précédemment joué un personnage facétieux avec le chat de Chester dans Alice au Pays des Merveilles, correspondra parfaitement au rôle du serpent K, grâce notamment à sa voix sifflante. J.P. O'Malley, également voice actor dans Alice, double cette fois-ci le colonel Hattie, meneur du troupeau d'éléphants. Enfin, Verna Felton interprète la femme du colonel Hattie. C'est une habituée des pachydermes. Elle avait déjà doublé la plus vieille éléphante dans Dumbo, et entre-temps, elle a prêté sa voix à la marraine la bonne fée dans Cendrillon et à la méchante reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. La création graphique est confiée à Ken Anderson, animateur Disney depuis des années, considéré comme le 10e sage de Walt. Ken part en Afrique pour s'inspirer des animaux. Il en définit ainsi un style plus réaliste que les productions précédentes des studios. Milt Kahl, familier de l'animation des félins, va définir l'aspect visuel de Shere Khan et de Bagheera. Pour la panthère, il sera notamment aidé de Holly Johnston. Johnston travaillera également sur Baloo et Mowgli. L'animation du duo représentant quasiment la moitié du film, l'animateur sera accompagné par Frank Thomas. Ils s'inspireront entre autres de Wallace Beery pour Baloo. Le personnage de K représente lui un véritable défi. Le serpent n'a pas de lèvres, de bras ou de jambes. Il faut donc faire passer toutes ses expressions par les yeux et le regard. Les vautours, eux, sont inspirés par un célèbre groupe de rock, les Beatles. Leur style rappelle beaucoup celui des corbeaux dans Dumbo. Pour ce qui est des décors, c'est à Albert Dempster qu'on emprunte la vision chaude et poétique d'une jungle mystérieuse. L'artiste et son équipe peindront ainsi 700 décors avec des palettes de couleurs différentes pour chaque scène. Pour les séquences joyeuses, ils choisissent des nuances colorées et lumineuses. A l'inverse, pour les passages plus tristes, ils préféreront des dégradés de gris et des couleurs fades, comme pour la scène des vautours par exemple. L'ambiance visuelle vient ainsi traduire et soutenir le ton de chaque scène. Les équipes utiliseront également le procédé de la caméra multiplan pour ajouter de la profondeur aux images. Enfin, profitant de ces paysages inédits des forêts tropicales, le département des effets spéciaux va densifier la jungle pour ajouter plus de réalisme au récit. L'histoire s'en trouve plus cohérente et ses éléments gagnent en crédibilité. L'ambiance sauvage où l'inconnu guette au détour de chaque sentier, l'évolution des animaux dans leur habitat naturel, ou bien encore la réaction des personnages à certains événements, comme la scène où Mowgli, énervé, pousse violemment une branche en s'enfuyant. Les premières musiques seront d'abord développées pour la version du scénario de Bill Pitt par Terry Gilkyson, mais le compositeur sera également remercié en plein développement artistique du film, le ton de ses compositions ne correspondant plus à celui de la narration. Gilkyson laissera néanmoins une trace avec l'une de ses chansons. Il en faut peu pour être heureux. Tout le reste des musiques et chansons préalablement écrites et composées sont abandonnées. Walt Disney décide alors de confier l'écriture des chansons aux frères Sherman, auteurs entre autres des chansons de Mary Poppins, dont ils reprendront d'ailleurs une composition abandonnée. Land of Sand deviendra ainsi Et Confiance. Walt leur demande des mélodies joyeuses. Il les convie ainsi aux réunions artistiques lors de l'élaboration du nouveau scénario. Cette collaboration entre les différents talents du film va permettre aux frères Sherman de saisir le juste ton des chansons et d'influencer également l'écriture de certaines scènes. Celle du kidnapping de Mowgli est par exemple dédramatisée par la musique swing, un style emprunté au jazz. En parlant de jazz, le film en est fortement empreint, du background de ses comédiens au genre musical qui sera choisi pour la bande originale. C'est George Brunt qui intégrera ces airs de jazz en revisitant d'ailleurs des partitions d'autres films Disney comme La Belle au bois dormant, lorsque Mowgli se réveille, on appréciera le clin d'œil qui est fait, ou encore Blanche-Neige et les Sept Nains pour Baloo, dans la scène où on le pense mort et où Bagheera parle de lui. Pour le reste, c'est le réalisateur Wolfgang Reitermann qui va engager le groupe du trompettiste Cappy Lewis dans la scène où Baloo se gratte. Reitermann veut que l'on puisse exprimer son enthousiasme et que l'on puisse également traduire son état d'extase de manière fine et habile. Les Beatles, inspiration de base des vautours, refuseront l'interprétation des personnages et la version rock qui était prévue lors de leur intervention dans le film se transforme finalement en style barbershop. Le style barbershop est plutôt joyeux et très chanté, comme les choristes que l'on peut par exemple retrouver sur Main Street à Disneyland Paris. Pour l'enregistrement des dialogues et des autres chansons, les différents comédiens pourront suivre les notes des scénaristes. Phil Harris, qui double Baloo,
s'en tiendra cette fois-ci au texte qui lui a été écrit depuis le développement de son personnage sans chercher à improviser. Comme à l'accoutumée, les prises de vue réelles sont utilisées, mais plus spécifiquement pour Mowgli. Des séquences de précédentes productions seront également utilisées. Pour le reste, on va étudier les mouvements des animaux sauvages que l'on veut retranscrire à l'écran. L'animation des éléphants est assumée par Eric Leworth. L'artiste va créer un procédé de cycle à l'infini pour la marche des éléphants. Grosso modo, les mouvements sont répétés à l'infini mais les silhouettes sont réduites les unes après les autres. Cette boucle se répète et crée la fameuse marche des éléphants. Les singes connaissent également une animation maligne puisque les personnages sont en réalité calqués sur la vidéo d'audition du groupe de Louis Prima. Une autre audition a également fortement impacté l'animation. L'interprétation du personnage de Baloo par Phil Harris et l'engouement de Walt à l'égard de sa performance permettra à Ollie Johnston de développer le personnage jusqu'à lui écrire de nouvelles scènes et l'ériger au rang de deuxième personnage le plus important du film avec Bagheera. Un autre personnage verra également son temps à l'écran évoluer puisque le développement de K donnera envie aux équipes de le faire revenir pour une seconde scène. L'animation du personnage demandera 8 acteurs différents. Encore une fois, il s'agit d'un véritable challenge artistique. Des erreurs seront malgré tout faites sur l'animation de K, en choisissant par exemple du rose pour l'intérieur de la bouche du serpent. La scène où le personnage discute avec Shere Khan voit pour la première fois deux méchants d'un film Disney se rencontrer. S'ils se quittent en se considérant sur un même pied d'égalité, K est en réalité le faire-valoir de Shere Khan car moins crédible, bien que dangereux. Les deux personnages ont demandé aux équipes de développer un procédé de xérographie que l'on peut apparenter à de la photocopie pour les taches du serpent et les motifs à rayures du tigre. Pour ce dernier, les rayures facilitent finalement la mise en mouvement du personnage. En parlant de Shere Khan, c'est Milkal qui se chargera de son animation. Son objectif est de transmettre l'assurance du personnage qui impressionne et fait de lui le méchant redoutable que l'on connaît. Shere Khan me rappelle un peu un autre félin mal intentionné des studios, Scar. Vers la fin du développement du film, le coordinateur de production Harry Turkis se voit demander de réduire les dépenses du département animation par Walt. Walt Disney verra les derniers rushs de la production en 1966 alors que le film n'est toujours pas achevé. À l'automne, un cancer du poumon lui est diagnostiqué. Il subit une ablation de ce dernier et reste hospitalisé à Saint-Joseph, sur le trottoir opposé des studios, pendant plusieurs semaines. Le 15 décembre 1966, Walt Disney s'éteint alors que le livre de la jungle est encore en production. Il ne verra jamais le film. Les équipes sont dévastées par cette perte et la production du long-métrage est mise en pause pendant quelques temps. Le développement est déjà bien avancé mais personne ne sait comment continuer sans Walt. Petit à petit, les artistes vont reprendre le travail. Plus que les indications laissées par Disney, les équipes héritent de sa vision. Pour lui rendre hommage, ils vont s'appliquer à respecter à la lettre ce que Walt voulait faire du film, tout en cherchant à délivrer aux spectateurs le plus beau film Disney jamais réalisé. Le film sort le 18 octobre 1967 au Grauman's Chinese Theatre à Hollywood. Pour l'occasion, la première organise une levée de fonds pour le zoo de Los Angeles récemment ouvert. Le film raconte l'histoire de Mowgli, un nouveau-né perdu par ses parents et retrouvé en pleine jungle indienne par la panthère Bagheera. Élevé par une meute de loups pendant plusieurs années, Mowgli doit regagner le village humain le plus proche pour se protéger du retour du tigre Shere Khan qui déteste les hommes et cherchera à coup sûr à le tuer. Escorté par Bagheera, Mowgli fait ainsi la rencontre du serpent K qui tente de le manger, avant de tomber sur un groupe d'éléphants dirigé par le colonel Hati. Essayant d'intégrer ce troupeau, Mowgli est réprimandé par Bagheera qui lui rappelle qu'il ne peut pas vivre dans la jungle à l'égal des animaux car il est différent et surtout en danger de mort. Les chemins des deux amis finissent par se séparer à la suite de ce désaccord et le garçon va faire la rencontre de Baloo. L'ours propose à Mowgli de vivre avec lui en adoptant sa philosophie épicurienne. Et ce dernier accepte avant d'être enlevé par des singes. Mowgli est alors présenté à leur chef, le roi Louis, qui tente de lui soutirer le secret du feu. Bagheera et Baloo parviennent à extraire Mowgli de cette situation avant que le palais des singes ne s'effondre. Baloo comprend ainsi que Mowgli doit regagner le village des hommes et alors qu'il tente de faire entendre raison au garçon, ce dernier s'enfuit pour rester vif dans la jungle. Bagheera tente de le retrouver et interroge les animaux qui auraient pu le croiser. Ayant eu vent de la disparition de l'enfant, Shere Khan se met à sa recherche pour le dévorer avant que la panthère et l'ours ne le trouvent. Il tombe enfin sur le garçon et interrompt l'œuvre de K qui comptait en faire son repas. S'ensuit une discussion entre le serpent et le félin alors que l'enfant s'enfuit de nouveau.
Mowgli finit par rencontrer des vautours solitaires au moment où Shere Khan le retrouve une dernière fois, en même temps que Baloo. Le combat qui oppose les deux animaux se solde par une défaite de l'ours. L'éclair d'un orage frappe soudain un arbre non loin et sa foudre en enflamme les branches. Mowgli s'en saisit pour faire battre Shere Khan en retraite. Bagheera rejoint Mowgli et Baloo, que tous pensent morts. L'ours se relève finalement et le trio regagne le village des hommes. Mowgli aperçoit alors une jeune fille dont il tombe amoureux et décide finalement de la suivre, rejoignant définitivement le monde des humains. L'adaptation du livre de la jungle en film permet d'aborder des sujets différents de ceux du livre et plusieurs axes d'analyse s'en dégagent. L'interprétation que je vais vous présenter est totalement personnelle et n'engage que moi. Je vous invite à m'indiquer en commentaire si vous la partagez et à me faire part de vos propres analyses. Les premiers éléments qui nous sautent aux yeux dans le film, ce sont le visuel et l'ambiance sonore. En effet, je trouve que les décors du dessin animé sont vraiment beaux et particulièrement soignés. C'est la première fois que l'on peut voir des paysages tropicaux dans un Disney et le rendu est plus que convaincant. La musique quant à elle colle parfaitement au ton du récit et permet même parfois une immersion plus poussée. Le thème mystérieux qui est repris tout au long du film, notamment lorsque les animaux parlent du village des hommes, s'avère en réalité être la berceuse que chante Shanti à la fin du film, agissant ainsi comme un spectre de ce qui attend Mowgli. J'irais même jusqu'à dire que les ambiances sonores et visuelles représentent un personnage à part entière, traduisant la magie et les mystères d'une jungle sauvage et luxuriante. Un autre axe d'analyse qu'il me semble intéressant à évoquer est celui du rapport entre les animaux et les hommes. Dès le début, le spectateur est invité à adopter le point de vue d'une panthère, Bagheera étant le narrateur de l'histoire. Ainsi, le garçon Mowgli devient le petit homme, nous obligeant à nous détacher de notre nature humaine pour nous identifier davantage aux animaux. Pour nous aider dans cet exercice, Bagheera n'est pas seulement présenté comme narrateur, mais également comme moralisateur. On comprend ici que les animaux ont une conscience. Un autre procédé est utilisé ici pour faciliter cette identification en utilisant un design plus ou moins familier pour les personnages du film. Dès le début également, les loups rappellent les chiens des Disney précédents, comme ceux des 101 Dalmatiens ou ceux de La Belle et le Clochard. Cette identification aux animaux est d'ailleurs illustrée par le fait que Mowgli grandisse auprès d'eux. Il est également élevé par les loups et s'identifie à eux au tout début du film. Ce rapport entre homme et peuple animal est malgré tout remis en question par Bagheera lorsqu'il rappelle à Mowgli qu'il est différent et qu'il doit regagner le village des hommes pour éviter de se faire tuer par Shere Khan qui les déteste. Ce fossé entre espèces est notamment abordé dans la scène où Mowgli ne parvient pas à monter à l'arbre en disant qu'il n'a pas de griffes comme Bagheera, ou lorsque Bagheera demande à Baloo « Qui se ressemble s'assemble, tu n'épouserais pas une panthère ?» Au final, Mowgli veut s'intégrer dans tous les groupes d'animaux, les loups, les éléphants, les félins avec Bagheera. Seuls les ours ne semblent pas l'intéresser de prime abord. En effet, Mowgli ne veut pas suivre Baloo lorsqu'il le rencontre alors que le petit homme se retrouve seul. C'est pourtant l'animal avec lequel il va apprendre le plus de choses et celui avec lequel il va nouer les liens les plus forts, un peu comme père et fils. Baloo parle de Mowgli comme son fils et ce dernier s'adresse à lui en l'appelant Papa Ours. On peut éventuellement y voir une lecture de la transidentité. L'apogée de ces rapports entre Mowgli et la faune sauvage voit le jeune garçon se faire trahir par Kaa et refuser ensuite de se mêler aux autres animaux, avec la scène des vautours notamment. L'autre facette de cette analyse peut se faire également avec le roi Louis. Le singe veut en effet devenir un homme alors que Mowgli veut rester vivre dans la jungle. Cette dualité est intéressante puisque les deux personnages s'opposent totalement. S'ils ne s'entendent pas réellement au début, ils se rapprochent petit à petit et finissent même par se considérer comme des cousins à la fin. Au-delà du darwinisme, le message du film est clair. Nous sommes tous similaires. Baloo ira même jusqu'à dire que Mowgli est un vrai petit ours. L'issue de cette quête identitaire voit Mowgli faire un choix d'amour et pas de nature. Mais le portrait de la vie animale qui est fait dans le film se libère souvent de ce prisme inclusif et fédérateur, préférant parfois critiquer la société humaine. Cette société s'illustre en réalité à travers toutes les espèces animales présentées à l'écran et leurs rapports entre elles. Dans le film, Bagheera a des relations cordiales avec les loups, alors que les canidés et les félins ne se fréquentent pas dans la vie réelle. Il s'agit là d'une simple métaphore pour installer dans l'esprit du spectateur le parallèle que l'on va lui présenter tout au long du dessin animé, car par la suite les studios Disney n'y vont pas de main morte. La marche des éléphants traduit par exemple la conscience collective. Dans cette scène, personne ne sait pourquoi il faut marcher et certains éléphants veulent même arrêter, mais tout le monde continue. Durant la chanson « Être un homme comme vous », Baloo se déguise pour tenter de s'intégrer dans la tribu des singes, mais son accoutrement s'apparente davantage à du blackface.
Les paroles de la chanson et l'accent du roi Louis condamnent également cette scène comme maladroitement raciste et scandaleuse. Un message d'excuse est même présenté sur Disney+ avant le lancement du film, indiquant que ce dernier possède des représentations datées et un traitement négatif des personnages ou des cultures, et faisant plutôt référence à des stéréotypes. Enfin, le personnage de Shere Khan n'aime pas les hommes car il a peur de l'inconnu, autrement dit, peur de l'autre. Le film récolte 13 millions de dollars sur le sol américain à sa sortie. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un bel hommage rendu à Walt Disney. Le long métrage peut être jugé parfois trop simple ou trop facile, mais la majorité des critiques vantent la qualité de son animation et la beauté de son esthétisme. La musique et la prestation des comédiens sont également saluées. Le livre de la jungle sort le 4 décembre 1968 en France et aura également droit à plusieurs ressorties qui lui permettront de monter, inflation prise en compte, à 141 millions de dollars aux États-Unis et 205 millions de dollars dans le monde. Le succès du dessin animé motivera les studios à produire une suite qui ne sortira qu'en 2003 avec le livre de la jungle 2. Entre-temps, en 1994, une nouvelle adaptation de l'œuvre de Kipling est distribuée par Buena Vista, une filiale de Disney. Son préquel intitulé Le livre de la jungle, l'histoire de Mowgli sort lui en 1998. En 2016, le livre de la jungle se verra également adapté en live action. Les personnages du film sont dérivés en plusieurs jouets et produits de collection. Ils sont également présents dans tous les parcs Disney du monde et un festival à Disneyland Paris leur rend hommage en 2019 avec le Festival du Roi Lion et de la Jungle. Le livre de la jungle est un film particulier tant par l'implication de Walt Disney que par sa mort ou bien encore l'impact du film au fil des ans. Encore aujourd'hui, le long métrage fait partie des Disney les plus appréciés et reste l'un des plus grands classiques des studios. La technique maîtrisée de sa réalisation associée à l'originalité de certains choix artistiques fait de ce dessin animé une œuvre unique, immersive et réussie, et la plupart de ses chansons résonnent encore dans la conscience populaire. Les équipes du film sont parvenues à atteindre le niveau d'excellence attendu par Walt, lui rendant le plus beau des hommages. Personnellement, le livre de la jungle ne fait pas partie de mes Disney préférés. Je le trouve trop décousu, se contentant d'enchaîner plusieurs séquences sans lien réel. J'ai malgré tout fini par l'apprécier avec le temps. Les musiques du film font également partie de ma playlist depuis longtemps. Ce que l'on ne peut pas lui enlever, c'est la magnificence de ses décors et l'ambiance du film qui permettent une immersion totale. Encore une fois, il s'agit de mon avis personnel, et je vous invite à me faire part du vôtre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications et à m'indiquer si vous avez trouvé l'indice du film sur lequel portera la prochaine vidéo. Si vous voulez découvrir les projets abandonnés des studios Disney, cliquez sur la miniature des Gremlins. A bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre de vos Disney préférés.